Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la prépa Ironman. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est à 41 jours de la date fatidique, donc à savoir le 22 juin, l'Ironman des Sables d'Olonne. Et ça fait donc un peu plus de 4 mois que la prépa a commencé. Et avant que je commence cette prépa, évidemment je me posais des questions sur un tas de choses. Et depuis 4 mois, j'ai commencé un petit peu à répondre petit à petit à ces questions que je me posais. Et c'est des questions que peut-être vous aussi vous vous posez si vous êtes en train de préparer un Ironman, ou si vous préparez un triathlon longue distance, ou même peut-être si vous débutez le triathlon, c'est des questions que vous pouvez vous poser et qui sont légitimes. Et donc dans cette vidéo, je me suis dit que ce serait pas mal d'identifier un peu des questions types et voir comment, moi, avec mon vécu et mon expérience de ces 4 mois de prépa, comment est-ce que j'ai pu répondre à ces questions et quel est mon retour vis-à-vis de ces thématiques-là. On va commencer par la première thématique, à savoir un petit peu combien de temps il faut s'entraîner pour préparer un Ironman par semaine. C'était une question que je me posais énormément avant de commencer la prépa. Et honnêtement, je savais pas tellement si j'allais devoir m'entraîner 10 heures, 15 heures, 20 heures, 25 heures. Honnêtement, j'avais pas vraiment de repères. Je savais que j'allais devoir m'entraîner beaucoup. Auparavant, quand je préparais par exemple un 70.3, j'avais tendance à m'entraîner au maximum 10 ou 11 heures par semaine. Et déjà, à cette époque-là, je trouvais que c'était beaucoup et que c'était quand même une grosse organisation de s'entraîner 10 heures. Et quand ma prépa a commencé, j'ai vite vu que 10 heures, ça allait être un peu le minimum. À part sur les semaines d'affûtage ou d'assimilation, où là on redescendait le volume peut-être aux alentours de 6-7 heures, toutes les autres semaines, elles allaient être au minimum de 9h30, 10 heures, voire plus. Donc en voyant ça, je me suis dit, les grosses semaines, à quoi est-ce que ça va ressembler? Ça va être des semaines de quoi? De 15 heures, 20 heures. Et au final, on arrive en fait à des semaines qui vont pas dépasser les 14 heures. Donc là, c'est un premier élément de réponse que j'ai pu avoir là depuis quelques semaines, c'est que pour s'entraîner un Ironman, il n'y a pas besoin, en tout cas dans mon cas, d'aller chercher des semaines à 20 ou 25 heures. C'est des volumes qui sont évidemment possibles et qu'on retrouve chez certaines personnes qui veulent potentiellement aller chercher des chronos bien spécifiques. Dans mon cas, je veux aller chercher surtout un résultat de finisher, donc de terminer cette épreuve, et potentiellement de me diriger sur un résultat peut-être qui sera aux alentours des 11 heures, ou peut-être j'aimerais bien descendre tous les 11 heures. Et donc pour ce genre d'objectif qui reste ambitieux mais réalisable, avec une prépa adaptée, en fait je me rends compte que des semaines de 14 heures, peut-être de 15 heures maximum, je parle bien vraiment des plus grosses semaines de la prépa, c'est des semaines qui vont suffire, et c'est des semaines où on va pouvoir tout caler, donc entre des grosses sorties de vélo, des grosses sorties de course à pied et d'autres séances un peu plus spécifiques. D'ailleurs, je vous remets un petit peu à l'image là quelques séances et quelques exemples de semaines qui vont suivre, donc la semaine passée et les semaines à venir. Donc vous voyez que c'est des semaines qui sont plutôt, d'ailleurs pas à 15 heures, mais plutôt des semaines à 13 heures ou 13h30. Et donc c'est des semaines qui certes demandent quand même un peu de l'organisation, et c'est des semaines qui vont engendrer un petit peu de la fatigue, mais c'est des semaines qui sont réalisables. Et honnêtement, c'est assez rassurant de voir ça, parce que avant que je commence cette prépa, je me suis dit, les grosses semaines d'intensité, je vais devoir me couper de tout, parce que caler 20 heures dans une semaine, en tout cas, je pensais que j'allais faire 20 heures, ça me paraissait vraiment compliqué. Donc s'il y a bien une réponse que je peux vous apporter concernant le volume horaire, sachez qu'aux alentours de 12-13 heures, dans les plus grosses semaines, c'est largement faisable pour aller à l'objectif, donc de faire un Ironman, donc de le finir. Et je connais des personnes qui s'entraînent un peu plus, mais je connais aussi des personnes qui s'entraînent moins, des personnes qui, avec seulement peut-être 10 heures ou 11 heures, je dis seulement, mais vous m'avez compris, peuvent s'entraîner efficacement et aller chercher le résultat de finisher, voire même des chronos peut-être de 12 heures ou 13 heures. Donc retenez à l'esprit qu'il n'y a pas besoin de s'entraîner 15 heures ou plus pour aller finir votre premier Ironman. Une deuxième question que je me posais énormément avant de commencer la prépa était, est-ce que j'allais devoir arrêter ma vie sociale, la vie familiale, ce genre de choses, les moments un peu off, les moments de plaisir. J'avais un petit peu peur de ça, parce que j'entendais des retours comme quoi les gens qui préparaient des Ironman, ils devenaient un peu des ermites pendant plusieurs mois, et qui restaient uniquement concentrés dans l'entraînement. Et au final, j'ai découvert que en fait la vie sociale ne s'arrête pas, du moins dans mon cas, elle ne s'arrête pas, et elle ne doit pas s'arrêter, parce qu'en fait, quand on regarde les volumes, qui sont de 13 heures au maximum, et en général, ils sont plutôt aux alentours des 11 heures et 12 heures, on peut totalement continuer d'avoir une vie sociale. Par exemple, le week-end dernier, j'étais en mariage d'un ami proche. Ça n'a pas empêché de faire le mariage, de s'amuser, de passer un beau moment, et le lendemain d'avoir une sortie longue de course à pied qui s'est extrêmement bien déroulée, avec des rappels d'allure, une séance quand même de 21 km qui est quand même exigeante pour le corps, et on peut quand même faire les deux, à savoir avoir des moments avec la famille, avec les amis, des moments où on s'amuse, où on profite.
moi je l'ai toujours dit dans ces vidéos et je suis complètement honnête avec vous, moi je continue à boire de l'alcool par exemple à côté, évidemment avec modération, mais je n'ai pas arrêté de boire de l'alcool pendant cette prépa Ironman. C'est mon avis, c'est mon opinion et c'est mon choix et chaque personne sera totalement différente, mais sachez que c'est possible d'avoir une prépa sérieuse, parce que je fais les choses sérieusement dans cette prépa, je loupe pas les séances, je fais les séances comme il faut, mais c'est aussi possible d'avoir une vie sociale à côté et de s'entraîner efficacement. Donc l'équilibre est totalement possible dans les deux. Et la transition est parfaite pour la troisième question que je me posais énormément avant de commencer cette prépa. C'était la partie nutrition et la partie alimentation. Et donc s'il y a bien un truc que j'ai pu retenir sur cette partie nutrition-alimentation, c'est qu'au final, une prépa Ironman, ça demande de manger beaucoup et de finalement, certes, regarder pour manger des choses qui soient pas abusives en termes de graisse et tout ce genre de choses, mais en fait, il faut quand même beaucoup manger. Et il faut d'ailleurs pas se priver, au contraire, il faut récupérer les calories qu'on perd. J'avais un petit peu peur aussi de me dire que pendant 6 mois, j'allais devoir arrêter de manger de manière gourmande, étant donné que moi j'aime bien manger. Mais au final, non, on peut très bien s'entraîner et avoir des entraînements et des niveaux de forme qui sont bons, donc aussi bien sur le moment mais sur la récupération, tout en mangeant bien et en se faisant plaisir sur tout le long de la prépa. Et justement, pour les calories que l'on perd pendant les séances, j'avais aussi moi des questions sur la nutrition pendant l'effort. Et au fur et à mesure que la prépa avance, je me rends compte que s'alimenter correctement et donc de respecter par exemple les fameux grammages, moi je sais que je suis à 60 grammes de glucides par heure, c'est hyper important. Auparavant, je sais que j'étais un petit peu à vue d'œil, je disais bon voilà, je vais prendre 1 ou 2 gels pour faire 3-4 heures de vélo, et j'ai vraiment vu la différence de respecter ou non ces quantités de glucides par heure. Par exemple là, la semaine dernière, on a commencé les grosses sorties vélo, donc de plus de 5 heures avec des enchaînements course à pied, et donc là j'ai tout simplement pris un post-it, j'ai noté les grammes de glucides qu'il y avait dans chaque aliment que je comptais consommer pendant la sortie. J'ai noté ce que je devais théoriquement consommer selon le programme pendant cette sortie de 5 heures. Et en fait, quand on consomme ces niveaux-là de glucides et qu'on respecte ce qui est marqué sur le plan, en fait, ça fonctionne très bien parce qu'on a un niveau de forme qui est constant, du moins quasiment constant. On n'a pas de coup de mou, on a toujours un petit peu d'énergie encore pour aller chercher. Et surtout, on récupère beaucoup mieux. Parce qu'en fait, le fait de manger, ça permet de maintenir nos stocks de glycogène et donc de ne pas aller s'épuiser et donc de ne pas aller faire travailler trop les muscles. Et pour la récupération, c'est mieux. C'est-à-dire que moi, j'ai bien vu la différence sur des séances où je m'alimentais pendant et des séances où je m'alimentais pas pendant. La fatigue après et la récupération les jours d'après, ça n'a rien à voir. Donc si je peux apporter une réponse à la question de comment s'alimenter pendant ces entraînements, c'est qu'il ne faut pas négliger. Alors ça peut être différent en fonction des personnes. Je sais qu'il y en a qui sont à 80 grammes ou 90 grammes de glucides, d'autres un peu moins. Mais d'avoir au moins peut-être ces 50 grammes de glucides sur les séances importantes. Si vous allez faire seulement 1 heure de vélo, ce sera peut-être pas trop grave, mais si vous allez aller chercher des 3 heures, des 4 heures, ou même voilà, si vous préparez un half, si vous allez préparer des 2 heures, 2 heures et demie de vélo, ne négligez pas cette partie nutrition. C'est certes un budget en plus à prévoir, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, la nutrition sportive, ça peut coûter de l'argent, mais vous verrez la différence déjà sur la qualité de vos séances et surtout sur la récupération que vous aurez. Et donc vous serez meilleur parce que vous allez pouvoir déjà mieux récupérer et vous allez pouvoir mieux enchaîner dans vos séances. La quatrième question que je me posais énormément avant de commencer cette prépa, c'était sur la partie progression et amélioration, dans le sens où on a un objectif final, on a une prépa, on a un plan d'entraînement, mais entre les deux, il y a quand même un fossé. On ne sait pas si on va être capable, on ne sait pas comment est-ce qu'on va évoluer, comment est-ce qu'on va progresser, et surtout, des fois, on ne sait pas trop comment se doser et s'auto-évaluer. Et j'ai découvert que, en fait, plus les semaines avancent, plus les jours avancent, plus les séances avancent, que en fait, c'est extrêmement tangible la progression qu'on peut avoir. Pour vous donner un exemple, là, j'arrive dans des grosses semaines, donc où quand j'ai vu sur le papier les séances qui m'attendaient, donc des 5 heures de vélo, plus de 2 heures en course à pied, des enchaînements, des choses comme ça. Ça va être compliqué de réussir efficacement ces séances et surtout, je sais que le jour de la course, ça va être des efforts encore plus longs, encore plus compliqués et des fois on a tendance à se dire mais c'est pas possible. Et au final, quand on passe ces séances, donc dans mon cas ça a été par exemple la semaine dernière de faire 5 heures de vélo, qui était la plus longue distance que je n'avais jamais faite parce qu'auparavant j'avais seulement fait 120 km de vélo et là de faire 150, ça paraît énorme. Et au final ça se passe bien. Et en fait on se rend compte que
le progrès, il est là, l'évolution, elle est là, et l'amélioration, elle est présente. Parce que de penser faire ce genre de séance il y a 4 mois, ça aurait été quasiment impossible, ou du moins, ça aurait été en finissant dans des états lamentables. Parce qu'en janvier, d'aller faire 150 km et d'enchaîner avec, par exemple, 10 km de course à pied, ça aurait peut-être été possible, mais je vous parle pas de l'état dans lequel j'aurais fini. Et là, en fait, ça qui est dingue, c'est qu'en fait, on casse des barrières, et surtout des barrières psychologiques, hein, de se dire que 150 km de vélo, ça paraît un truc de dingue. Au final, on le fait et ça se passe très bien parce que, en fait, on y est allé progressivement et on s'est amélioré au fur et à mesure. Là, je vous parle de séances qui sont peut-être assez impressionnantes si vous commencez le triathlon, mais au final, la prépa, ça fait un peu plus de 4 mois qu'elle a commencé. Et donc le progrès, il est là, il est perceptible. Et encore une fois, il faut faire confiance à son plan, il faut faire confiance à la capacité à notre corps à s'améliorer progressivement et petit à petit. Et en fait, c'est tout simplement dingue. Et enfin, la dernière question que je me posais avant que je commence cette prépa, c'était toute la partie récupération, repos du corps et la gestion des blessures. Alors déjà, je touche du bois pour l'instant, je n'ai pas été blessé, mis à part une petite gêne que j'ai eue à la jambe en début de prépa, mais ça a été identifié, c'était à cause des chaussures, j'ai pu corriger ça. Et il y a quelques semaines, j'ai eu une petite douleur derrière le genou suite à un réglage de ma position sur le vélo qui n'était pas adapté et donc j'avais une gêne. Donc pour cette partie blessure, je pourrais pas trop en parler parce que heureusement, je n'ai pas été blessé, mais je pense savoir d'ailleurs pourquoi est-ce que je n'ai pas été blessé. C'est parce que j'y suis allé de manière très progressive et j'en avais justement parlé dans la vidéo avec mon coach Hugo où on parlait de comment s'entraîner efficacement et comment structurer une planification. La clé, et c'est pas moi qui le dis, c'est le coach, c'est vraiment d'y aller progressivement. Ça peut paraître un peu chiant au début et ça peut paraître un peu ridicule de voir qu'on augmente seulement de quelques petits pourcents chaque semaine. Mais au final, cette progressivité, surtout dans des prépas aussi longues, elle est essentielle pour éviter les blessures. Et cette progressivité dans l'entraînement, elle s'accompagne aussi de toute la partie récupération. Donc récupération aussi bien dans l'entraînement vis-à-vis des semaines d'assimilation / récupération. Je les appelle à chaque fois de la même manière, mais vous aurez compris. C'est de se dire que on va travailler assez fort de manière progressive pendant par exemple 4 ou 5 semaines. On va augmenter petit à petit chaque semaine pendant, voilà, des fois c'est des cycles de 4, des fois des cycles de 5 semaines. Et à la fin de ce cycle, on va avoir une semaine de récupération. Bon, récupération, vous l'avez vu dans toutes les vidéos, hein, à chaque fois c'est quand même des semaines de 6 ou 7 heures, où il y a quand même des séances presque tous les jours, mais avec beaucoup moins d'intensité, des volumes plus faibles, et donc c'est des semaines qui permettent de récupérer énormément. Et aussi sur cette partie récupération, je me posais des questions sur est-ce que j'allais pouvoir potentiellement optimiser ma récupération avec des petits hacks, ce genre de choses. Et récemment, je vous en avais parlé dans la vidéo du semi de Nantes, j'ai découvert les chaussettes de récupération. Maintenant, du coup, ça fait un peu plus de 2 semaines et demie que je les utilise. J'ai pu les utiliser juste après le semi et j'ai extrêmement bien récupéré. Est-ce que c'est lié 100% à ça? Je ne sais pas, mais je sais que les jambes étaient vraiment fraîches les jours d'après. Et là, j'ai pu continuer à les utiliser, donc dès que j'avais des grosses séances, vélo ou course à pied, je les mettais après, des fois je les mettais avant, des fois j'ai pu dormir avec. Et honnêtement, est-ce que c'est du placebo? Je ne sais pas, mais j'ai remarqué que mes jambes étaient quand même dans des états de fraîcheur plutôt bons, même très très bons pour être honnête. Peut-être que ça marche pas pour d'autres, moi je sais que ça marche bien. Je le redis, je le reconseille. Ça coûte pas grand chose et honnêtement, je pense que ça peut faire un grand bien sur des prépas qui vont être longues et qui vont être exigeantes et qui vont surtout demander d'enchaîner énormément au fil du temps. Donc ça a été une vidéo un peu plus tranquille, un peu plus posée ou un peu plus discutée, mais j'espère quand même que j'ai pu éclaircir quelques éléments pour vous. Vous aurez pu en apprendre quelque chose. J'espère que si la vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que la prépa n'est pas finie. On va arriver dans des semaines très intéressantes avec notamment le premier triathlon de la saison à la fin du mois. Il va y avoir des grosses semaines d'entraînement où je pense qu'il y aura des choses assez intéressantes à vous partager sur comment est-ce que j'appréhende ces grosses semaines qui vont arriver avec des grosses séances. Et on va arriver quand même aux semaines et aux jours d'avant-course. Donc si vous voulez pas louper tout ça, abonnez-vous. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, de commenter et encore une fois de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que c'est une toute petite action pour vous, ça vous coûte rien, mais pour moi ça veut dire énormément. Et je continuerai pas à faire ces vidéos chaque semaine si les gens ne s'abonnaient pas petit à petit chaque semaine, s'il n'y avait pas de nouvelles personnes qui rejoignaient l'aventure, qui rejoignaient cette chaîne.
Donc voilà, merci à tous ceux qui sont là. Merci à vous parce que je sais que vous allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.